Si vous n'avez pas bien suivi le cours, le contenu il est déjà dans le PDF. Et puis il y a aussi un YouTube le dernier. J'avais moins l'habitude. Donc je pense que ça sera en meilleure qualité cette année quand même. Donc c'est le cours sur le test qui précède le TP sur le test. C'est pas trop grave si on fait à distance parce que la vérité c'est que je n'ai pas énormément de trucs à vous dire. Donc je vais lire tranquillement. Donc d'abord il y a différentes sortes de tests. Il y a eu un bref intermède là de Julien. Je vais vous couper le sifflet là, Julien. Et vous pouvez le remettre après si vous voulez. Amadou, pareil, je coupe. Différentes sortes de tests. Oui, parce que vous avez le modèle en V où on descend, on code et on monte. Donc au début, il y a analyse, conception, conception détaillée, détaillée. Et à chacun de ces trucs correspond des tests. Ah ouais, François, attends. Wesh. Oui. Vous êtes combien? On est combien? Ouais, combien? Oh, super nombreux. Bon, analyse, il y a cahier des charges. D'accord. Cahier des charges, analyse, cas d'utilisation, tout ça. Donc, à chacun de ces étapes, donc ça c'est plutôt quoi? D'accord, ça c'est comment? La conception, avant la conception détaillée, c'est la conception architecturale. Donc là, on réfléchit, on conçoit, à la fin, on programme. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Je pose la question à toute la classe. C'est vrai que vous me chatter ce qu'on fait après quand on remonte là. Que fait-on ici? Allez, j'attends le premier qui me chatte. La réponse à une question. Qu'est-ce qu'on va faire quand on remonte? Le diagramme en vert. Oui, bravo Cécile. Là. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut le dire. Je ne sais pas qui c'est. Malheureusement, le mec son prénom Cécile, alors je me souviens plus qui c'est. On teste, on teste, on teste, on teste. On teste, on teste. Ah oui, mais c'est des tests différents. C'est pas 4 fois les mêmes tests. Attends. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est différent? Bon, je vais commencer par le test le plus simple. Oh, puis non, je préfère le test le plus compliqué, qui est le test déploiement. Ce qui correspond au cahier des charges, c'est le test déploiement.
Donc récemment, ceux qui prennent le train, il y a SNCF qui a changé son app là. Donc ils ont prévenu avant qu'ils allaient changer leurs apps. Faites gaffe, ça va, on va changer l'app. Et ils ont déployé, c'est-à-dire que tous, on a pu constater que ce n'était plus la même app. Et ça veut dire que déploiement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que d'un coup, tout le monde se retrouve à l'utiliser en vrai. Alors, avant cette phase-là, vous vous rendez bien compte que faut faire plein d'autres tests parce que si ça merde sur 2 millions d'utilisateurs, ça fait plus de dégâts que si ça merde juste sur quelques personnes. Donc, il y a une phase qui s'appelle bêta, d'accord, où on teste sur une sous-communauté de gens qui ont envie euh, qui sont d'accord pour signaler les problèmes. Et comme ça, avant de tester à grand sur tout le monde, on teste sur quelques personnes. Donc ça, ce serait, je le mettrai ici celui-là. Je ne suis pas sûr sur. Donc petit déploiement, d'accord, entre personnes qui ont accepté d'être bêta, qui ont accepté de donner un feedback. Donc test déploiement, ça correspond à cahier des charges. Je l'ai mis en correspondance à cahier des charges. Pourquoi? Parce que ça doit remplir tout ce que dit, toutes les fonctionnalités qui ont été mises en accord avec le client, quoi. Petit déploiement, je le mets en dessous. C'est cas d'utilisation. On teste les différents cas d'utilisation. Après, en dessous, les tests architecturaux. Maintenant, on va utiliser des tests avec des scénarios. D'accord? Test avec scénario. Scénario. Donc, ça correspond un peu. Merde, scénario. Là, le point de référence, ce serait votre projet. D'accord? Dans votre projet, vous allez faire, je crois, l'île interdite. Et à ce niveau de test, vous devez vérifier que certains scénarios fonctionnent. Donc, je ne me souviens plus c'est quoi le projet interdit exactement. Mais grosso modo, vous devez vérifier que si vous déplacez de cette case-là à cette case-là, qu'il y a une case qui devient inondée, que dans cette case-là, il y a une clé à ramasser. Donc, vous allez sur une case, vous ramassez la clé, la case devient inondée, vous coulez. On imagine différents scénarios. Une notion de scénario correspond un peu au scénario qu'on a utilisé, les cas d'utilisation. La différence, c'est que sont programmés explicitement. Il n'y a pas de hasard dedans. C'est vous qui décidez du scénario à l'avance. Et l'objectif, c'est de tester une partie du fonctionnement de votre programme. Un enchaînement. Ouais. C'est plus 9h30. J'interviens. Je vais voir les gens. C'est encore un scène qui revient. J'ai pas pensé qu'il fallait que je configure le truc, micro fermé quand on rentre. Donc, on teste quelques enchaînements. On teste quelques enchaînements typiques. Voilà. Et finalement, le test le plus simple correspond à la conception
détaillé. Donc, à chaque fois que je vois ces diagrammes, moi, je vérifie c'est quoi ces différents trucs. Parce que même pour moi, c'est pas évident. Hein. Conception architecturale, c'est découper en gros morceaux. Conception détaillée, découper en classes, en méthodes, en attributs. Par exemple, un truc que j'ai vu qui se faisait en conception détaillée, c'est la visibilité des attributs et des méthodes. Protected, public, privé. Donc, vous allez dire en conception détaillée ce que fait chaque méthode, des préconditions, des post-conditions. Vous allez pouvoir donc tester. Mais enfin, le test qu'on met en correspondance à la conception détaillée, c'est ce qu'on appelle les tests unitaires. C'est ce que vous allez faire. Test unitaire. Test unitaire. Alors, pourquoi test unitaire? Pourquoi cette appellation unitaire? On teste un truc. C'est quoi le truc qu'on teste? On teste une méthode. Une méthode. Une seule méthode. C'est déjà pas mal. Après, on a confiance dans la méthode qu'on a testée. Alors, ça paraît étonnant de se concentrer juste sur une méthode. Mais ça ne l'est pas en fait. D'abord, une méthode, ça peut être assez gros. C'est pas obligé de faire juste 2 lignes. Ça peut être 10 lignes. Dans 10 lignes, on a bien le temps de faire un tas de conneries. Et ça vaut le coup de se poser la question sur chaque méthode. Est-ce qu'elle marche pour tous les cas qu'elle est prévue de marcher, dans toutes les conditions qu'elle est prévue de marcher. Pour toutes les valeurs de paramètres. Donc, voilà, on va se concentrer là-dessus. Au niveau des bonnes pratiques. Marche-t-elle toujours? On fait une pause, on considère la méthode, on réfléchit. Où est-ce qu'il faudrait la tester? On la teste. Test. Oui. Parlez plus fort. Des beaux gosses. Les mecs sont toujours des beaux gosses. Je parle proche de mon téléphone. Non, attendez. Je fais mieux. Non. Attendez. Il y a un truc que je vais vérifier. Ah oui, c'est ça le problème. Vous m'entendez pas? Très bien, je vais corriger ça. Très bien, enregistré, j'ai compris. Tu veux le micro. Voilà, ça va aller mieux là, je pense. Merci de m'avoir demandé de parler plus fort. C'est typiquement le genre de remarque que je souhaitais avoir. Là, je pense que vous m'entendrez mieux parce que j'avais oublié d'appuyer sur le micro de mon téléphone.
Mon téléphone a un meilleur micro que mon ordi, c'est une des raisons pour lesquelles je mets deux. Ouais, il faut interagir en cours. Vous êtes un peu timide parce que vous dites oui, il y a beaucoup de monde, tout ça. Là. Ça va mieux là. Ah oui, oui, oui. Il faut interagir toujours. Super. Bon, je recommence au début. Allez. Enfin bon, j'ai mis en relation le truc en V là. Différents types de tests qu'on fait à différents étages. Et le fait qu'on allait se concentrer sur le test unitaire qui teste les méthodes, méthode par méthode. Il y a encore un dernier type de test dont je vous parle dans le poly. Ce sont les tests dits de régression. Je ne connais pas ces tests, en fait. Mais il semble qu'ils soient importants. Un test de régression, c'est que ça vérifie. Je pense que ça vérifie la compatibilité. Vérifie que ça marche toujours. Quand on fait évoluer le code. Je dois avouer que ça, je l'ai pompé. Je n'ai pas fait de recherche spécifiquement. Je ne sais pas si c'est un rapport avec les... Par exemple, quand on fait évoluer un langage, il faut que ça reste compatible. D'accord. Il y a ce mot-là qu'il faut retenir, test de régression. Et là, un autre tableau blanc. Un autre tableau blanc, c'est un peu crade. Donc, je teste unitaire. Donc, on teste une méthode M. Teste une seule méthode. M. Alors. D'abord, on se pose la question, quelles sont les entrées? Ben, il y a les paramètres. Une valeur pour chaque paramètre. OK. Et il y en a, il ne faut pas oublier, c'est le paramètre implicite, c'est this. This, d'accord. L'objet qui possède la méthode. L'objet qui possède, je ne sais pas comment dire, qui possède la méthode. Lui aussi, il a un état, et lui aussi,
il est passé en paramètre, on appelle ça un paramètre implicite. Explicite, implicite. Voilà, il y a un état et potentiellement, son état peut être consulté par la méthode. Quelles sont les sorties? Alors, une fois de plus, ça comprend deux choses. Ça comprend les résultats éventuels retournés. Résultats retournés. Mais également le nouvel état de GIS. D'accord. GIS, si des attributs sont modifiés. Il y a bien souvent, en fait, la méthode agit par effet de bord. C'est-à-dire qu'elle ne renvoie pas un truc, mais elle modifie l'objet. Elle modifie les attributs de l'objet. Et c'est comme ça qu'elle a un effet. Un effet de bord, on appelle ça. Bon. Alors, on utilise plutôt le mot effet de bord pour dire quand on modifie une variable passée en référence, mais c'est pareil. Yes, ça marche. J'en ai PQ pour laver mon tableau blanc. Ok. Donc, on se concentre là-dessus, on se concentre sur une méthode, sur des paramètres, tout ça. Ça paraît prise de tête un peu, mais c'est vraiment une démarche qu'il faut, comment dire, intégrer. Moi, je l'intègre. Je mets du temps à me mettre à ça, mais sur mes projets, c'est pareil, j'intègre. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que une fois qu'on a écrit un test, on peut le réutiliser, le réutiliser, et le réutiliser. D'accord. Donc, cet effort qu'on investit à écrire des tests, il est amorti. Alors, si le test réussit, le test qui réussit, test bon, d'accord, bah, la confiance, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr, d'accord. Pas sûr que ça marche, mais confiance. Notre confiance remonte dans le fait que la méthode est correcte. Si le test est faux, bien sûr, il faut corriger. Corriger. Non, en tout cas, corriger. Ben, on est aussi content, en fait. Quelque part, parce que ça fera ça demain à repérer plus tard. Un test qui est faux, il a été utile à quelque chose. On a repéré un bug. On est content de repérer des bugs, je peux vous le dire. Alors, exemple de test. Donc, sur un site carré, on commence par un truc simple. On n'écrit pas un test, on écrit plusieurs tests. Donc, pour la fonction racine carrée, on va tester la valeur 4. Pourquoi on va tester la valeur 4? Alors, ce n'est pas une méthode, ça c'est une fonction, donc il n'y a pas besoin, elle ne modifie pas un objet.
Donc la sortie est 2. Pourquoi on va tester 4? Parce que on sait que 2 fois 2 font 4. Alors, on aurait pu commencer par tester les trucs plus simples. 0 et 1, en fait. On sait que c'est 0 et 1. Donc, en général, on va tester les trucs simples parce que quand c'est simple, on connaît la sortie, donc on peut le spécifier. D'accord. On peut aussi faire un test plus compliqué. Test 1, 2, 3, 4. On peut tester. Donc dans notre poly, je teste 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6. 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6. Et c'est 1024 au carré. Donc quand on prend la base carré, ça va faire 1024. On va toujours tester une puissance de 2. On a testé 2 puissance 20. Parce qu'on sait que la racine carrée de puissance 20, c'est 2 puissance 10. Alors, on ne teste pas moins 2. Bah oui, pourquoi on ne teste pas moins 2? Parce qu'il n'est pas dans le domaine des définitions. Ça va merder, c'est sûr. On teste que les entrées dans le domaine de définition de notre fonction. La sortie n'est pas définie, sinon. Exemple 2. Exemple 2. Alors là, on va tester quand l'objet est modifié. D'accord. J'aime bien faire des exemples en vert. Exemple 2. Donc, on teste un objet de type liste, d'accord. Ensuite, un test pour interface liste. Entre parenthèses, hein, c'est un test pour une interface. Ça veut dire qu'on pourra l'utiliser pour plusieurs types de listes. On a programmé Fixed Capacity List et Linked List. Ben, on pourra à chaque fois réutiliser ces tests. D'accord. Donc, on se dit test 1, on va tester dans le cas où la liste commence à être vide. Donc, on donne la liste vide. D'accord. On passe. Oui, on va tester la méthode add. On se concentre sur la méthode add de notre interface. D'accord. On avait add, get, et puis et vide. Test si c'est vide, d'accord. Donc, on va tester add. Alors, si la. Donc c'est L.add de E, d'accord. L.add de E d'un élément. Donc, quand on conçoit le test, on essaie de échantillonner de façon le mieux possible l'espace des possibles. On essaie de sorte que s'il y a un bug, il soit repéré, d'accord. On essaie d'être le plus varié possible. Donc, on va se dire, on va travailler avec une liste vide et une liste pas vide. D'accord, mais on pourrait aussi, donc une liste vide, c'est une liste vide, puis une liste pas vide, c'est une liste avec des entiers. On prend les entiers parce qu'on se dit, ça suffit, pourquoi prendre des trucs compliqués à stocker dans la liste? Les entiers, ça va suffire. On va faire un troisième test avec énormément d'objets pour voir si ça marche quand la liste elle a beaucoup d'objets. D'accord. Non, c'est pas trop fait chier non plus. On a considéré deux types de listes. D'accord. Une liste à 3 objets et une liste vide. Donc, si l'élément E qu'on ajoute, il vaut
1. Ben, après l'appel. L après. On va voir. Ben, 1. Et là, L après, il va valoir 1, 2, 4, 8. Et là, si j'ajoute 2, alors là, je fais le test où je dis, tiens, je vais rajouter le même élément pour voir si ça marche toujours. 1, 2, 4 et 2 encore une fois. Donc, on se rend compte que ce n'est pas un ensemble qu'on teste, parce que sinon, le 2, il ne rentrera pas dedans. D'accord. Bon, ok. Donc, la première fois qu'on voit ces tests, on se dit que on travaille beaucoup pour pas grand-chose. Ça prend du temps d'être convaincu que, en fait, si, c'est utile. Et donc, sur ces exemples, je voulais vous convaincre aussi que il faut réfléchir un minimum sur les valeurs des paramètres qu'on teste. Là, on a réfléchi que on pouvait ajouter un élément qui était déjà présent. Le 2. On arrive sur la troisième partie de ce cours, c'est JUnit. On n'est pas obligé de travailler avec du JUnit, mais en Java, c'est pratique. Donc, on va définir des fichiers test. D'accord. Un fichier .java. Programme. En plus du source, des .java pour tester. Donc, c'est pas du code pour résoudre le problème que vous avez résoudre, c'est du code pour tester. Donc, vous allez définir des tests. Alors, c'est quoi un test en JUnit? JUnit, c'est pour Java, Unit pour test unitaire. D'accord. Donc, un test, c'est une méthode sans paramètres, une méthode, pas de paramètres. Et pas de valeur de retour. Donc, ça surprend un peu. Et puis, bon, un nom qui évoque ce contexte, d'accord. Donc, ça va s'écrire public void. Vous pouvez écrire le mot test. Et par exemple, vous pouvez écrire test SQRT si vous testez la racine carrée. Et avant la méthode, on utilise une notation arrobas. On écrit arrobas test avant la méthode. Voilà, ça s'appelle une annotation, ça.
majuscule. Pardon. On a 3 parties dans cette méthode. Trois parties dans la méthode. Donc, il y a une partie init, initialisation. Alors, c'est sûr que si vous testez Racine carré, il n'y a pas grand-chose à initialiser. Mais si par contre, vous testez une méthode, vous testez votre projet qui est un, je sais pas, 2000 lignes de code, ben, il va falloir créer un tas de trucs, créer une île interdite, créer des joueurs. Donc, l'initialisation ne sera pas vite du tout. C'est un gros boulot à faire. Donc, elle se définit construit donc les objets nécessaires au test. Nécessaire au test. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le chat. Vous pouvez donner un exemple, s'il vous plaît. De quoi? Un exemple de quoi? Erna Meistnan. Un exemple de quoi? Il m'a chatté ça il y a longtemps. Alors, du coup, oui, des fois, je quitte des yeux le chat. Le chat s'en va sans que je le veuille. Donc, on construit les objets nécessaires au test. Donc, ça peut être gros. D'ailleurs, ça peut être tellement gros que on se dit ça décourage. D'accord. Traiter un truc qui prend déjà 5 minutes à construire, tellement c'est gros. Donc, on crée des entrées. Alors, donc les entrées. Du test, d'accord, les paramètres ou les objets, l'objet qui est appelé la méthode. Donc, ça respecte les préconditions. Mais pas répondu. Erna Maestan. Donc, il faut respecter les préconditions. Les préconditions de la méthode. Donc, calculer le résultat. Donc, définir le résultat qui doit être envoyé. Calcul, appelle la méthode, en fait. Ouais, je sais pas. Appelle la méthode testée. La méthode testée, d'accord. Ben, vérifier le résultat et l'état de le plan, l'état de l'objet qui appelle. Diagnostic, oui, attends, je ne relève pas au diagnostic. En utilisant des méthodes toutes faites, d'accord. Parce que, voilà, avec des assertions, en fait. Alors, il se peut que on réutilise plusieurs fois le même scénario, d'accord. Donc, dans ces cas-là, on pourra... si on réutilise la même utilisation, on réutilise
Alors, on utilise un arrobas before. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. D'accord. D'ailleurs, la méthode qui fait l'initialisation, on va mettre la notation arrobas before, comme ça, on n'aura plus besoin de l'appeler. Par défaut, ça va toujours être appelé. Par exemple, si on veut à chaque fois construire la même ligne interdite, la méthode qui construit cette ligne interdite, on va la noter avec arrobas before. D'accord, comme ça, la méthode arrobas before sera appelée rappelée pour chaque test. C'est pratique parce que bien souvent, on a besoin de ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, on a notre fichier JUnit. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend des imports, avec des assertions, des assertions. Il comprend un arrobas before, d'accord, avec une méthode qui construit. Puis après, il a des arrobas test, arrobas test, etc. Arrobas test. D'accord. Et par exemple, le premier fichier de test, ça c'est un fichier de test, d'accord. Le premier fichier de test qu'on vous donne pour votre TP, il a 46 tests. Comme ça. 1, 2, 3, jusqu'à 46. Donc, il va lancer les 46 tests. Il va vous dire sur 46 tests. Il y en a 6 qui marchent. D'accord, et 40 qui plantent. Donc, vous avez d'un coup d'œil, vous pourrez voir tout ce qui marche et tout ce qui plante. Je vais vous passer le cours sur un exemple de test. Il ne faut pas tout réécrire, c'est un peu con de tout réécrire, tout qui sont déjà écrits. Donc, je fais share screen. Attendez, 2 secondes, on va pas s'emballer. Je vais chercher mon document. BOGLRI. C'est celui-là. Hop. J'aurais dû l'ouvrir déjà. Oh, merde. Voilà, j'y suis. Ah non, mais c'est le cours que j'ai besoin. Bon, attendez, je vais d'abord faire share screen. Oh, merde. Desktop 1. Voilà, parti. Tonto meeting. Donc là, vous voyez mon desktop, je suppose. Oui. Donc je vais chercher maintenant. J'ai le la tech out. Le cours, donc, s'appelle en fait mon cours.
Je m'excuse pour cette petite longueur. Voilà. Ouais, je l'avais déjà en fait. Donc, si vous ne voyez pas le cours, vous me le dites, s'il vous plaît, dans le chat là, j'ai ouvert. Vous parlez. Juste un truc aussi, mon expérience du cours à distance, c'est que personne n'ose parler. Vous pouvez parler si vous voulez. Vous pouvez me parler à 5 ou 6. Ça marche bien Zoom. Une raison que j'utilise Zoom, c'est que on parle à plusieurs. Faire des réunions à 10, on parle, ça marche. Plus ou moins. Ça marche. Non, ça marche. Donc, plutôt que d'écrire tout ça, je vous le montre. C'était mon idée, c'était pas de passer mon temps à écrire des trucs. Et plutôt vous commenter des trucs qui sont déjà écrits. Donc, au début, on importe des méthodes en faisant insert étoile. Ça, après, on peut faire des appels à des assert. D'accord? Assert equals, assert false. On importe org.junit.test pour pouvoir écrire ces annotations, je suppose. D'accord. Puis on écrit nos tests. Ça commence par une classe qui doit être publique, qui a un nom, comme d'habitude, le nom du fichier. Le nom s'appelle ensembletest.java, la classe s'appelle ensembletest. Et ici, il n'y a pas de arrobas before, il n'y a que des arrobas test. Donc, il y a 3 tests. 1, 2, 3. Le premier test, donc qu'est-ce qu'on teste? On teste que lorsqu'on crée un ensemble vide, c'est bien l'ensemble vide. D'accord. On crée un ensemble, on calcule. On veut tester finalement la méthode ensemble vide. D'accord. Vous voyez que le nom du test est vachement parlant. L'ensemble vide va bien être vide. Donc, si on calcule le cardinal de l'ensemble vide, on vérifie que c'est bien un 0 avec assert equal 0. Et on vérifie qu'il n'y a pas d'élément 1 dedans. C'est pas très un peu bizarre. Après, là, on a testé la méthode, la création. En fait. Ensuite, on teste si on met un élément, le cardinal voit 1. Là, on teste plutôt, j'ai l'impression, c'est la méthode cardinale. Et là, on teste 2 méthodes en même temps. On teste l'ajout d'un élément et le cardinal. Et si ça répond, si le test échoue, ça peut être soit l'un, soit l'autre qui merde, soit le ajoute, soit le cardinal. Et surtout, on va tester, un truc intéressant, c'est que si l'élément est déjà présent, ça ne le rajoute pas. D'accord. Donc, on ajoute 2 fois le même élément. On ajoute 2 fois le même élément. Regardez, je dois pouvoir annoter. On ajoute 2 fois le même élément. Et on constate que le cardinal vaut toujours 1. Alors, pour ce qui est de la mise en œuvre de JUnit, je vous suggère d'aller sous IntelliJ directement, c'est plus simple. On va zapper merde, je vais arrêter ce truc-là. Comment, je ne sais plus trop. Là, je ne sais plus comment faire pour arrêter. Stop share. Voilà. Allez, je refais share. Voilà. Donc, Genix marche aussi bien sous Eclipse que sous IntelliJ, mais nous, on va marcher sous IntelliJ. Alors, il y a du baratin avec des librairies qu'il fallait inclure. Mais bon,
fait, ce n'est pas nécessaire. Il y a un problème. Je l'ai signalé à vos enseignants respectifs. Donc, on ne va pas se manifester. Donc, on arrive maintenant sous notre TP. J'utilise notre TP pour continuer le cours. Plutôt que de parler de tests dans l'abstrait, je vais maintenant vous parler de tests qu'on va faire. Dans le cadre de ce qu'on va faire, ça va vous faciliter la mise en place, enfin, le TP lui-même. D'accord. Donc déjà, vous constatez que maintenant, on n'a plus juste un répertoire avec les sources. D'accord. C'est le squelette habituel, hein, le TP, formula. Moi, mon idée dans mes TP, c'est que tout marche en même temps. Donc, je n'ai pas ouvert juste le TP formula, qui est le TP qu'on va faire. C'est la 7e séance, le 5e TP de la 7e séance. Donc voilà, donc je vous suggère de faire pareil. J'ai mis en place ça tout à l'heure. J'ai eu des erreurs classiques. Il y a des tas de trucs qui étaient 2 fois définis. J'ai dû exclure du pass, le corriger. D'accord. Attends, moi c'est ça. Le corriger, j'ai exclure du pass. Oui, j'ai mis en rouge partout. C'est un peu compliqué. Finalement, ça a marché. Et donc, dans le squelette, on a les sources, mais dans les sources, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Bon, l'interface graphique, c'est la même que d'habitude, avec fenêtre, jaune click cap, texte gris. Une des raisons pour lesquelles je vous en parle dès le premier cours, c'est parce qu'on l'utilise plusieurs fois. Mais les fichiers eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose dedans. Si vous allez voir ces fichiers, il n'y a rien à compléter, à compléter, à compléter, à compléter. Alors, le constructeur, il met 0 partout, alors il ne suit pas les paramètres pour instancier. C'est tout bugué. Donc, si vous voulez aller vite, je pense que vous voulez aller vite, commencez, chacun des fichiers, vous devez faire bolide. Non, ouais, c'est ça, bolide, circuit, formula. Case, il est bon, case. Hein. Case, ça, on vous l'a fait, ça. C'est l'habillage de la case cliquable. Après, il vous reste à faire vect, bolide, circuit. Dans cet endroit-là. D'abord vect, ensuite bolide dans son circuit. Circuit, c'est le bolide dans son circuit. Bolide, c'est un bolide un peu tout seul sur un circuit de merde. Puis vect, c'est manipulation de vecteurs de base. Donc, je vous conseille de traiter dans l'ordre. Vous ouvrez vect, vous faites un tour d'horizon sur ce que vous devez faire. Ça vous donne déjà une idée de ce que vous devez faire. Après, vous allez donc dans la partie test. Donc, dorénavant, en tout cas pour votre projet, vous aurez 2 dossiers, un dossier source dans lequel il y aura vos sources, et puis un dossier en vert, test, dans lequel il y aura vos tests. Et pour chacun de ces sources, vous avez un test. D'accord, vous avez 3 sources dans Formula 1. Dans la case, un bolide circuit vect. Vous avez 3 tests. Un test pour vect, le premier, un test pour bolide, un test pour circuit. Donc, votre vect test, comme dans le cours, il commence par par importer les méthodes assert. Il commence par importer JUnit. Alors, des fois, il ne trouve pas JUnit. Vous avez juste à sélectionner le bug et à cliquer sur le petit lampe rouge. Et du coup, il va la récupérer. D'accord. Parce qu'effectivement, j'ai toujours des problèmes avec ça. D'accord. Effectivement, dans votre projet structure, vous devez avoir vos librairies qui sont installées. Des fois, ça ne marche pas bien. Donc,
Ça doit être là-dedans. Voilà, c'est de la Amprest et JUnit, il doit être installé. D'accord. Des fois, ils ne les trouvent pas, ou je ne sais pas. J'avais pourtant fait un tas de manips pour que ça se règle tout seul. Mais non, j'ose impondérable qui se passe. Donc, mais juste en cliquant sur la lampe rouge, ça coche le truc tout seul. En fait. Sinon, il faut manipuler un peu, mais n'ayez pas peur, ne vous bloquez pas, ça doit aller vite. Hein. Ça doit aller vite. Donc après, alors là, dans Vectest, on fait les choses un peu sales, si vous voulez. C'est-à-dire que la classe des tests, elle commence par construire un tas de vecteurs. Normalement, on ne fait pas ça comme ça. Dans Bolide, on fait ça, les choses. On a voulu faire les choses plus proprement, c'est-à-dire qu'on fait le fameux arrobas before dans Bolide. Où es-tu, Bolide? Bolide. Il a Bolide. Non, il a Bolide. Bolide test. Voilà, Bolide test. Bon, il y a encore un tas de vecteurs, mais il y a aussi quand même un arrobas before qui est un certain bolide avec la vitesse 1,3. Donc cette méthode, comme elle est un arrobas before là-dessus, sera avancée systématiquement pour initialiser le bolide B, qui fait qu'ensuite, alors dans les premières méthodes, on teste des trucs vraiment de base, donc on construit soi-même notre bolide. Mais après, quand on passe à des choses plus compliquées, on suppose que le bolide B, il est compris. On ne va pas le refaire à chaque fois. C'est sympa, vous voyez, parce que du coup, ça fait des tests très courts avec juste 3 lignes. On appelle direct la méthode calcul d'accélération. D'accord. Et on teste après le ACR, ça fait une écriture super rapide de test, d'accord. Parce que le arrobas before, il est appelé systématiquement. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Ce qui est stressant dans ces cours, c'est qu'on part dans une sorte de désert. Bon. Donc, quand je reviens sur mon Vect, alors c'est un fichier Java, je peux l'exécuter. Si j'exécute, je l'ai exécuté avant de venir en cours. Je ne voulais pas avoir l'air con d'exécuter un truc qui ne marche pas pendant le cours. Donc, c'est pas Vect qu'on exécute, c'est Vectest. Gafez-vous. Donc, j'exécute Vectest, run Vect. Ah non, je peux tester, je peux exécuter un test individuel, mais moi, je vais exécuter toute la classe. D'accord. Run Vectest. J'exécute le fichier, et là, il me dit que sur 52 tests, donc, il y a là 46 qui ont foiré et 6 qui ont passé. D'accord. Et il me dit, pour chaque test, qui a foiré, le verdict. D'accord. C'est toujours assertion error. Failed not equal. Avec un message plus ou moins clair. Donc, si je regarde le premier test, par exemple, alors il faut les faire tous passer au rouge. Alors, là à gauche, là j'ai aussi tous les tests qui s'exécutent. Alors, c'est jaune, ça veut dire que ça s'exécute, mais le insert ne marche pas. Si ça s'exécute et que ça plante, ça fait du rouge. Le jaune, c'est que ça s'exécute quand même, mais le test ne marche pas. Le insert, le résultat n'est pas ce qu'on attend. Et puis, si c'est vert, ça veut dire que ça marche. Et si ce test-là, il marche, en fait, ça ne veut pas dire que c'est correct. C'est un hasard que ça marche. Après, ça va plus marcher une fois que vous aurez corrigé quelques trucs. Ça va plus marcher, ça va refaire marcher ensuite. Vous avez un nombre de tests extrêmement grand, donc ça vous impressionne trop. Vous les prenez un par un, en commençant par les premiers, et vous les faites marcher. Donc j'ai fait ça. Donc ça s'appelle la programmation dirigée par les tests. Et c'est une bonne façon de faire. Et je l'ai pratiqué moi récemment. C'est pas mal. Parce que vous commencez par poser la question vraiment de c'est une façon d'écrire des préconditions et des post-conditions en fait. Vous commencez par dire qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc je regarde par exemple le premier test qui ne va pas, Vect 0. Celui-là il marche.
je crée un nouveau. Donc, ce test-là, c'est juste de tester que si on crée un vecteur 0, il est bien 0. Donc, celui d'après qui ne marche pas, on crée un vecteur 2, 0. D'accord. On s'attend à ce que x vaille 0, y vaille. Donc, x vaille 2, que y vaille 1. Or, ça ne marche pas. Celui-là, il marche. C'est celui-là qui ne marche pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? On se dit, c'est un test de quoi celui-là? Il faudrait que vous répondiez, voir s'il y a qui répond quelque chose. Qu'est-ce que je teste ici dans cette méthode? Pause. J'attends que quelqu'un réponde. J'essaie de faire un peu de l'interactif, vous voyez, quand même. X du vect. Non, non. Je regarde si le X du vect vaut bien 2, mais qu'est-ce que je teste? Quelle est la méthode que je teste? Mesbah. Ah. Voilà, le constructeur. Je teste le constructeur. Et si donc le test ne marche pas, ça va être le constructeur qui merde. Je vais voir le constructeur en faisant CTRL B. Bon, j'arrive pas à faire CTRL B. Ça vient en plusieurs parties. CTRL B. CTRL B. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait le constructeur? Monsieur... Il fait quoi? Il met tout à 0, ce gros gland. Au lieu de mettre au lieu d'utiliser les paramètres, il met tout à 0. Donc, je change ça, je mets this.x à x, this.y à y. D'accord. Donc, avant, j'avais 46 qui foirait. Je réexécute mon code. Et je constate, oh, joie, au bonheur, que maintenant, j'en ai 44 qui foirent, 46. Donc, j'en ai 2 qui ne marchaient pas avant. D'accord. Notamment mon vec test initialisé à 2. Maintenant, il marche. Je suis super content. Donc, vous constaterez, en fait, alors, je vous conseille peut-être directement de regarder les tests. Test par ailleurs. Regardez les tests et ne soyez pas impressionnés par cette quantité avancée de tests. Vous avez trouvé un bug énorme. D'accord. Il faut trouver le bug, mais il est assez énorme. Et d'un coup, vous avez 15 tests qui vont se mettre à marcher. C'est toujours comme ça, vous corrigez un bug, vous faites marcher d'un coup 15 tests. Donc, il y en a énormément, mais ces tests-là, ils vont se mettre à marcher très rapidement. Si j'ai encore 25 minutes. Donc, c'est le développement dirigé par les tests. Donc, c'est M. Thibaut Balabanski qui a fait tout ça. Enfin, moi, je suis quand même pas mal intervenu sur plusieurs années où je vais tester des man pour simplifier. Simplifier, c'est un sujet initial qui était quand même nettement trop compliqué. Donc, j'ai réduit les choses que vous déprogrammez à des choses simples. Avant, vous deviez programmer des choses très compliquées, trop compliquées. Donc, je rappelle un truc que vous avez bien vu, c'est que maintenant, vous avez donc 2 dossiers, un dossier test, un dossier source. D'accord. Et vous voyez, quand vous voulez marquer un truc, vous pouvez marquer comme source code ou comme test code. Si je clique le source, là, je peux le marquer. Comme test, il devient vert. En fait. Donc oui, il y a des choses que vous n'avez pas à faire, par exemple, c'est normalise, la méthode normalise de vect. Vous voyez, on vous l'a faite parce que ça fait
ça met en jeu des arctangentes pi sur 8 et c'est déjà compliqué de comprendre ce que ça fait. Donc, les tests que vous avez sur Normalise dans le TP, vous seront utiles pour en fait comprendre. Vous allez l'utiliser pour comprendre ce que fait Normalise. Donc, vous irez voir vectest.java, d'accord. Vous avez une série de tests. Ils sont groupés par série, les tests, en fait. Hein. Vous avez une série de tests sur Normalise, d'accord. Ils commencent tous par Normalise, d'accord. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tous ces tests-là, en fait, c'est 22 tests. Avant, vous deviez les utiliser pour programmer Normalise. Maintenant, vous avez les utiliser juste pour comprendre ce que fait Normalise. Donc, Normalise, en gros, vous construisez un vecteur et vous regardez sa version normalisée, c'est ce qu'elle fait. Donc, je vais vous expliquer un peu ça. Même si je vous l'explique, vous n'allez pas complètement comprendre. C'est pour ça que je vous l'explique, d'accord? Parce que mon objectif, c'est que ensuite, vous allez pouvoir comprendre rapidement. Vous allez comprendre un peu, mais pas vraiment tout ce qu'il faut comprendre. Mais comme je vous aurais expliqué, ensuite, vous allez pouvoir comprendre. Après, je reviendrai un peu là-dessus. J'ai encore quelques trucs à dire importants, la couverture de code. Bon, c'est un peu du baratin, mais c'est quand même bien. Donc, je vais dans ma fenêtre de commande. Voilà, où je préparais un run. Donc, si vous avez... Alors, faites gaffe parce que vous pouvez runner vous-même le formulaire aussi. Parce qu'on vous a fait un jar. On vous file un jar. C'est un fichier exécutable, une Java archive. Vous pouvez l'exécuter directement avec java-jar. Vous pouvez oublier de donner l'argument mc1.flinf qui est en fait un circuit. D'accord. Donc, quand vous faites mort mc1.linf, vous voyez que c'est un circuit codé en caractères. D'accord, un circuit de Formule 1 avec le fameux virage Formule 1 là. Blablabla. Je crois bien que c'est un virage Formule 1. Pour ce que j'en sais. Donc ce fichier va être lu par le programme. Et, il faut qu'il soit dans. Si vous voulez, il y a une source de bug. C'est qu'il faut s'assurer que le code du circuit, d'accord, et le point jar, il faut s'assurer qu'ils sont dans le même directory, sinon ça ne marche pas. Ça peut être une source de bug, ça. Donc et après, quand vous faites donc la commande java formula.jar le circuit, vous voyez, ça va lancer le programme Java qui fait. Donc, M. Thibault est un grand spécialiste. C'est un virtuose de la formation. Il peut en prendre comme ça en juste 3-4 heures. Il prend 3-4 heures pour apprendre dans ce goût-là. Donc, vous jouez avec, vous le lancerez et vous répondrez aux questions, mais je le fais pour vous. Ça vous fait gagner du temps. Le but du jeu, c'est que vous arrivez au bout. Donc, quand vous cliquez, en fait, vous voyez que la voiture avance vers le curseur. Mais le premier coup, elle a fait un carré vert. Le deuxième coup, elle a fait 2. Si j'en fais un coup encore ici, et en fait 3 ce coup-là. Vous voyez, ça l'a fait accélérer. Donc après, si je clique derrière, ça va faire déaccélérer. Seulement, je ne peux plus la faire déaccélérer. Elle a déaccéléré juste d'un carré. Donc là, qu'est-ce qui va se passer le prochain coup? Ça va se prendre le mur. D'accord. Donc, elle se prend le mur. Même si j'essaie de faire éviter qu'elle se prenne le mur, elle se prend le mur et sa vitesse revient à 0. Après, elle peut voilà. Donc, il ne faut pas que ça aille trop vite, sinon après, c'est foutu.
Là, ça va peut-être le faire. Non, c'est encore plus. Donc, le but du jeu, bien sûr, c'est de faire le. Là, je vais ralentir. Je vais ralentir parce que du coup, j'ai plus envie que ça prenne le mur. D'accord, voilà. Donc, vous comprenez, il ne faut pas se prendre le mur. Donc, il va falloir, quand on déplace le véhicule, vérifier case par case qu'il n'y a pas de mur. C'est pour ça qu'on utilise les normalize. D'accord. On utilise normalize quand on spécifie une case, comme celle-là par exemple. Ce qui va compter en fait, c'est la norme du le vecteur unitaire de là à là. D'accord. Et donc le vecteur unitaire de là à là. Donc, je l'explique normalize. Je l'explique un maximum de trucs hein, pour vous aider. Donc, un vecteur de norme 1, il y en a en fait 8 possibles. On va finir. Il y a celui-là, 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 celui-là. D'accord, il y a 0, 1. Moins 1, 1, 1, 1. D'accord, il faut qu'en fait, il y ait au moins un des deux trucs qui ne soit pas nul. Et puis, les deux peuvent être soit 1, soit 0, soit moins 1. Donc, on a 8 vecteurs possibles. Celui-là, celui-là, il fait 1, 0. Celui-là, il fait 1, 1. Celui-là, il fait 0, 1. Celui-là, il fait moins 1, 1, etc. D'accord. Donc, en fait, quand vous donnez une impulsion, vous cliquez avec la souris, vous cliquez là. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il calcule? Qu'est-ce qu'il faut qu'il calcule? Il faut qu'il calcule le vecteur unitaire le plus proche. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? D'accord? C'est un des deux. D'accord? C'est celui dont l'angle est le plus petit. C'est pour ça qu'il faut calculer l'angle par rapport à pi sur 8, pi sur 4, pi sur 4, ça c'est pi sur 4. Donc, on fait un calcul un peu compliqué pour calculer quel est celui qui a gagné. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? D'accord? Quand on clique là. Après, il calcule le vecteur. Et quand on va bouger la voiture, en fait, on va bouger par petits coups. D'accord? Comme ça, à chaque fois, on pourra vérifier est-ce qu'il y a un mur ou pas. D'accord? S'il y a un mur, on va dire arrêtez tout, on s'est pris le mur, mettez la vitesse à 0. Voilà, en gros, le schéma du truc et de la façon dont on s'y prend pour pouvoir programmer ce machin sans douleur. Sans douleur. Alors, j'ai encore un petit quart d'heure de cours. Je vais donner des considérations un peu théoriques. Pas théoriques, dire en mot. Je reviens. Share screen. Desktop 1. Voilà. Donc, j'ai fini avec ça. Ouais. Oula. Tout s'est barré là. Donc, je voulais revenir là. Oui. Je voulais faire un petit passage rapide sur le tableau là. D'accord. Voyons voir, je vais mettre en plus grand ce tableau. Je vais pouvoir. Ouhou, il est où mon tableau? Bon, voilà, c'est les méthodes. On utilise l'insertion. En fait, on utilise toujours assert true, assert false. C'est là qu'on utilise le plus souvent. Et on peut regarder si un objet est nul. En général, on a plutôt envie que ce soit pas nul. Et puis, on utilise le assert equal. Alors, pour vous, je vais aller voir la différence entre assert equal et assert same. Assert same, c'est facile. On vérifie que les deux objets, ce n'est pas les mêmes. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes adresses. D'accord? Enfin, c'est les mêmes ou ce n'est pas les mêmes. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi assert equals? C'est pareil qu'assert same dans le cas général où la méthode equals n'est pas définie sur la classe
à laquelle appartient l'objet A. Maintenant, s'il y a un equal qui est défini, ça va être ce equal qui est utilisé. Donc, par exemple, la classe strings. Si vous déclarez A égale new string de bonjour, string, d'accord, B égale new string de bonjour, d'accord, assert sem de AB égale false. Oui, pourquoi? Parce que en fait, ils ne pointent pas vers la même zone. Les deux, ils pointent sur un bonjour, mais ce n'est pas le même bonjour. Bonjour, c'est stocké deux fois en mémoire, d'accord. Il y a A qui pointe sur le premier et B qui pointe sur le deuxième. Bonjour, ouais, pas le même bonjour. Donc, le SAM, il est faux, d'accord. Par contre, le assert equal, assert equal de A et B, lui, il va dire true. Ben, pourquoi? Parce que il y a une méthode equal dans string, d'accord, dans la classe string. Moi, je pourrais la montrer d'ailleurs. Classe string. D'accord, vous avez une méthode equal, d'accord, qui regarde, on compare les choses. On compare les valeurs des objets. On compare, bah là, c'est les chaînes. D'accord, si les chaînes sont les mêmes caractères, même longueur de caractère, d'accord, même caractère, répondre. OK. Donc, si vous définissez une classe, si vous ne programmez pas le equals, ça va être par défaut l'objet. Et si vous programmez, ce sera votre equals à vous. D'accord. Par exemple, pour ArrayList, il y a fort à parier que equals, il a été programmé et qui dit que deux ArrayList sont les mêmes si le premier élément de la première est le premier élément de la deuxième, le deuxième élément de la première. Si les éléments sont égaux, pair à pair. On pourra aller voir, je n'ai pas trop le temps. Alors, ça peut être super subtil. Je vous parle d'equals parce qu'en fait, ça peut être une source de bug pas évidente à trouver. Et c'est aussi en rapport avec le TD de la semaine dernière. D'accord. En fait, j'ai une parenthèse intéressante sur equals. Il y a un truc qu'il faut absolument assurer, c'est que si A.equals de B égale vrai, d'accord, ça doit impliquer que A.hcode égale B.hcode. Ça veut dire que ça doit impliquer qu'ils ont le même hcode. Si ce n'est pas le cas, sinon, bug surprenant. Pour l'usage de hachette. Voilà. Si deux objets sont égaux, il doit avoir le même hashcode. Ça paraît évident. Ouais, ben, évident? Ben non. Moi, j'ai eu des bugs à cause de ça. Voilà, c'est une sorte de warning que je vous fais. D'accord? J'ai encore 8 minutes. C'est à peu près le temps que je voulais passer sur des considérations, comme je vous disais, un peu théoriques.
Attends, je vais carrément faire le cheat sheet là. Ok. Donc finalement, je voulais vous parler. Je vais parler de plein de trucs. Au début, j'ai donné les numéros qui étaient valables. Le quatrième partie, c'est couverture de. Donc, lorsqu'on fait. C'est une discipline, le test. On va voir ça, le test. Hein. C'est une discipline à part entière. Moi, j'ai des collègues qui font du test de circuit intégré. Par exemple, c'est un peu pareil, c'est la même histoire, quoi. Bah, ils font que ça. Ils font que des tests de circuit intégré. Donc, on veut savoir si on teste bien. Teste-t-on bien? Et bien, c'est cette notion de couverture qui permettra de répondre est-ce qu'on teste, est-ce qu'on couvre tout ce qu'on a testé? Alors, il y a plusieurs couvertures. Il y a la couverture des méthodes, fonctions. Ah oui. Des fonctions. On les appelle toutes. On les appelle toutes. Alors nous, dans notre TP Formula, c'est pas qu'on les appelle toutes, c'est qu'on les appelle chacune 20-30 fois. Donc ouais, là ça va. Couverture des instructions. D'accord. Est-ce que dans le test, chaque instruction, on les exécute toutes, elle est exécutée. D'accord. Alors, c'est jamais 100%, d'accord, c'est mettons 95%. Là, ça oui, c'est 100%. D'accord. Est-ce que ça. Là, je me toute ligne de code. Ouais, je pense que c'est pareil que le ligne de code. Dans une instruction ligne de code, c'est un peu pareil. Il y a la couverture des points de test. Et la couverture des chemins. D'accord, ça c'est pas complètement évident à comprendre. Donc, est-ce que chaque test, couverture des tests, on se pose la question, est-ce que chaque test s'exécute, d'accord, une fois vrai, une fois faux. On a envie de savoir si chaque test prend les deux valeurs possibles. Et enfin, la couverture de chemin, c'est donc couverture, ça se dit coverage en anglais. Donc, à chaque fois, hein, il y a un coverage, il y a function coverage, instruction coverage, text point coverage, pass coverage. C'est ce truc qui est un peu difficile à comprendre, là, cette histoire de couverture de chemin. Donc ça, c'est impossible d'obtenir.
En général, 100%, c'est impossible. Impossible. Pourquoi? Impossible. Et parce que si on a n tests à la suite, n tests à la suite, alors en général, n, ça devient n, c'est petit, hein. On ne va pas faire 1000 tests à la suite. On en fait peut-être, je ne sais pas, 3-4. Mais ça conduit quand même à 2 puissance n chemins. D'accord, parce qu'on va pouvoir, pour le test 1, on va prendre deux choix. Après, pour le test 2, oui, non, d'accord. Après, il y a encore 2 choix possibles. Le test 2, donc ça va faire possiblement un arbre binaire avec plein de choix de traces d'exécution possibles, de passes. Donc, on ne peut pas faire du pass coverage à 100%, ça ne va pas être possible. Alors, j'avais un exemple. Moi, je vais le montrer direct sur le cours. On va écrire tout ça. Parce que j'ai fini en plus là. Donc, pour terminer ça, qu'est-ce que je fais là? Je fais share screen. Je reviens desktop 1. Oui, j'avais cet exemple-là, en fait, où on a 6 barres est égal à 0. On va exécuter toutes les instructions. D'accord? Parce que barre est égal à 0, le petit cœur, on va faire ça, on fait, ça, on fait print, ça, on fait print. Donc, on va exécuter toutes les instructions. Par contre, on n'aura pas un test coverage. Parce qu'on aura testé le résultat juste positif. On n'aura pas le test négatif. Si le test est négatif, ici, l'instruction ne sera pas exécutée. Voilà. Je dis ça, c'est que... voilà. Qu'est-ce que... Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je vais vous dire. Voilà, après le prochain cours commence là. Voilà. Bon, vous avez des questions? Alors, juste un truc. Aquilina, le groupe qui a Aquilina, je ne sais pas si vous avez compris, j'espère que vous avez pile maintenant avec Alice Jaco. Mon groupe, double licence 1, en principe, ils ont Théogène avec Aquilina. Je regarde si elle m'a précisé si elle venait ou pas. La raison, c'est qu'elle avait de la fièvre ce matin. Je n'ai pas réussi à comprendre si... enfin, elle n'a pas dit si elle venait ou pas. Elle n'a pas dit. Alors, c'est ça, je vais vous le dire. Je regarde en temps réel si elle m'a redit quelque chose. Merci, c'est bon, je vais donner le TP, c'est juste 2 heures, alors je crois que je peux supporter la fièvre. Elle a fait un test, elle n'a pas de Covid, hein, mais elle a juste de la fièvre. Donc elle va arriver là chez vous, Aquilina, la brave Aquilina. Vous aurez votre TP. Bon ben, je reste en ligne si vous voulez dire des trucs sur le cours. J'arrête l'enregistrement. Comme ça.